inviter les panélistes à s'asseoir. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à la Maison du développement durable. Bienvenue à cette belle conférence table ronde sur un sujet bien succulent, hein, le vin, le sirop d'érable, ça laisse personne indifférent au Québec. Alors, il y en a qui sont présents ici, il y en a qui sont présents par web diffusion, donc on aura la chance de pouvoir aussi réécouter l'événement par la suite. N'hésitez pas là, à utiliser le Twitter pour poser vos questions si vous voulez participer à distance ou ici dans la salle, sinon il y aura une période de questions par la suite. C'est un immense plaisir d'accueillir cette table ronde organisée par le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et nos beaux panélistes que je remercie également de leur présence. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Philippe Bourque, le directeur général du RN. Bon événement. Merci, Amélie. Donc, effectivement, bienvenue à ceux qui nous regardent en web diffusion. Je suis très content, encore une fois, d'être là aujourd'hui pour ouvrir une de nos tables de discussion ou une table ronde sur des enjeux d'adaptation au changement climatique. Les conseils régionaux de l'environnement ont, depuis plusieurs années, mis en œuvre toute une série de mécanismes, de processus, de programmes, de campagnes dans la lutte au changement climatique. Et ça inclut, oui, les mesures d'atténuation, donc réduire les gaz à effet de serre, mais aussi, de plus en plus, il faut s'intéresser aux enjeux d'adaptation au changement climatique. C'est dans cet esprit-là qu'on ouvre le dialogue sur ces sujets-là, grâce, entre autres, à cette série de conférences. Et donc, je serais très content aujourd'hui d'en amorcer une autre. J'en profite avant de céder la parole aux conférenciers pour remercier la Maison du développement durable qui nous permet de tenir ces événements-là. Un merci à Ouranos, donc, qui est notre partenaire clé dans ces séries de conférences, entre autres Anne Blondeau, qui est justement ici, qui va être conférencière ce matin, mais qui a beaucoup collaboré à l'organisation. Donc, en amont de ça, déterminer les sujets, identifier les bonnes personnes ressources qui vont venir apporter leur contribution. Donc, on tient à souligner ce partenariat-là. Et enfin, l'Union des producteurs agricoles qui, dans ce cas-ci, grâce à une contribution, nous permet justement d'avoir la web diffusion pour la conférence. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre première conférencière. C'est justement Anne Blondelot, qui est coordonnatrice du programme Agriculture, pêche et aquaculture commerciale à Ouranos. Madame Blondelot est membre de l'Ordre des agronomes du Québec. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, en France, avec une spécialisation dans la production végétale. Elle a été consultante en développement rural dans une société d'ingénierie, puis chargée de mission en agriculture de précision pour une société de conseil. Pendant 10 ans, elle a participé aux travaux d'un institut de recherche appliquée agricole français comme responsable des recherches liées aux herbicides, puis comme coordonnatrice d'un service de diagnostic et de pilotage en agriculture. Depuis 2009, elle coordonne le programme scientifique en agriculture, pêche et aquaculture commerciale d'Ouranos et apporte un support à la coordination du programme Ressources forestières. Alors, à vous, Anne. Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, en ce qui me concerne, j'ai 10 minutes pour vous faire un portrait global des répercussions des changements climatiques sur l'agriculture au Québec. Donc, on s'entend que je ne pourrai pas rentrer trop dans les détails, mais on pourra discuter après au cours des échanges. Il y a déjà de nombreuses évidences que le climat a changé. Selon le dernier rapport du GIEC de 2013, la température planétaire a augmenté de 0,85 degrés au cours des 100 dernières années. Vous voyez sur ce graphique également que 2015 est l'année la plus chaude enregistrée depuis qu'on a des enregistrements, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. D'un point de vue plus agricole, on constate aussi, on observe déjà qu'un allongement de la saison sans gel, avec des printemps plus hâtifs et des automnes plus tardifs, et également une quantité de chaleur accumulée pendant la saison de croissance plus importante, comme le montre la carte du bas, où vous voyez qu'en tendance, on observe une augmentation du cumul de degrés jour qui permet de calculer l'accumulation de chaleur.
À quoi faut-il s'attendre pour le futur? Bien, en ce qui concerne ce réchauffement va se poursuivre dans le futur, de même que l'allongement de la saison de croissance et de la saison sans gel. On voit, selon les études, les scénarios diffusés dans l'Atlas agroclimatique du Québec, qu'à l'horizon 2050, c'est-à-dire pour la période 2041-2070, on devrait avoir de 10 à 30 jours de plus dans la saison de croissance selon les scénarios de gaz à effet de serre par rapport à 1971-2000. Augmentation également des précipitations en hiver. Pas de signal clair pour le Québec agricole en été, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'augmentation des précipitations en été. Diminution du couvert neigeux, ce qui est important aussi pour l'agriculture. Non seulement une diminution de la neige accumulée, mais aussi de la durée du couvert neigeux. Et puis une hausse de la teneur en dioxyde de carbone. Et également une augmentation de la fréquence et de l'intensité des conditions climatiques extrêmes, avec notamment des journées avec des températures supérieures à 30 degrés plus fréquentes, de l'ordre de, selon les scénarios de gaz à effet de serre, ce serait de 7 à 20 jours de plus en 2050 versus 71-2000, et également des pluies intenses, plus de pluies intenses et plus intenses. Quelles seront les conséquences de ces changements pour le secteur agricole? En ce qui concerne les changements moyens, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cumul de chaleur ou la quantité de précipitations pendant une saison, en ce qui concerne le Québec et le Canada en général, on s'attend à ce que ces changements climatiques fassent apparaître de nouvelles opportunités. C'est notamment le cas qui pourrait faire augmenter les rendements potentiels de certaines cultures, l'allongement de la saison de croissance, une saison de croissance plus chaude, ça pourrait permettre d'augmenter le potentiel de rendement de certaines cultures comme le maïs, le soja, ou également certaines cultures fourragères pérennes comme la luzerne ou la fléole des prés. Par ailleurs, ça permettrait d'introduire des nouvelles variétés qui sont déjà utilisées plus au sud, qui sont plus productifs en général, permettre le développement d'autres cultures qui pour l'instant sont peut-être plus marginales ou en termes de surface en tout cas. Là, on verra l'exemple de la vigne plus tard, avec là aussi peut-être des opportunités. Et puis, un autre aspect, c'est que ces conditions climatiques pourraient permettre le déplacement vers le nord de l'aire de répartition de certaines cultures. Donc là, vous voyez sur la carte, en orange, pour la période 71-2000, c'est là c'est la date de maturité du soja, mais en gros, c'est où on fait du soja. Et on voit que dans le futur, je vois que les couleurs ne sortent pas tellement, mais dans le futur, on voit que cette extension de la zone de culture du soja vers le nord, donc on parle par exemple, il y a des études qui montrent qu'on pourrait faire du maïs ou du soja dans le au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent. Et ça, bien entendu, il faut que le sol, les conditions du sol et la topographie le permettent. Il faut que les autres contraintes ne soient pas présentes. C'est juste du point de vue climatique. À côté de ces opportunités, eh bien, les changements climatiques vont aussi accentuer certains risques, notamment la pression. Ça pourrait faciliter l'établissement d'ennemis des cultures, aussi bien des insectes, des mauvaises herbes ou des maladies exotiques qui peuvent arriver au Québec à la faveur d'échanges commerciaux et qui, pour l'instant, sont un peu bloqués par l'hiver, par les conditions climatiques. Ça pourrait, le fait qu'on ait des climats plus chauds, favoriser l'établissement de certaines de ces espèces. Et puis, par ailleurs, ça pourrait accentuer la pression d'ennemis des cultures qu'on a déjà au pays et donc qui pourrait faire davantage de générations, qui pourrait se développer plus rapidement, arriver plus vite. On a déjà des études qui montrent ça pour le dorifort de la pomme de terre ou la pyrale sur le maïs sucré. Et donc qui dit plus de générations, qui dit arrivée plus précoce, dit aussi plus de dommages aux cultures. Ça c'est un premier risque qui pourrait être accentué. Et puis ces ennemis des cultures déjà présents pourraient eux aussi, tout comme les cultures, éventuellement migrer vers le nord. Un autre risque, et c'est important pour le Québec où la production laitière est importante, donc on a de grosses surfaces de cultures fourragères, c'est que la mortalité hivernale des plantes fourragères pérennes pourrait augmenter. Aussi bien la luzerne que la fléole des prés. Notamment, on observe, et ça serait en lien avec le fait qu'à l'automne, ces cultures, la luzerne, pour s'endurcir au froid, elle a besoin de conditions assez fraîches. Donc s'il fait plus chaud à l'automne, elle a de moins bonnes conditions pour s'endurcir. Également, en hiver, il y aura moins de neige. La neige a un côté un peu protecteur pour les plantes quand il y a des températures létales. Donc, et puis souvent, des redoux hivernaux
qui vont survenir davantage dans le futur avec des pluies en hiver. Donc ça aussi, c'est pas très bon. Ça fait un couvert de glace qui peut abîmer les cultures pérennes. Donc ça, c'est un autre risque. Et enfin, des risques non négligeables liés au phénomène, au changement climatique, au changement dans les extrêmes. Donc l'augmentation des excès d'eau, des pluies intenses, ça pourrait, si aucune mesure n'est mise en œuvre, augmenter l'érosion des sols agricoles, également qui favorise le transfert des nutriments, le ruissellement de surface, qui favorise le transfert des nutriments et des pesticides et vers les eaux de surface. Ouh. Ah, ça s'est éteint. Je pense qu'il y a un... Je sais... Ah, les extrêmes également peuvent aussi bien les augmentations des températures extrêmes des périodes caniculaires que les pluies intenses pourraient favoriser des dommages directs aux cultures. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voit qu'on n'aurait pas plus de pluie. Les modèles ne prévoient plus de pluie en été, pas plus de pluie en été. Mais par contre, on prévoit une augmentation de la température, donc une augmentation de l'évapotranspiration. Et donc ça pourrait faire en sorte qu'on aurait des périodes de stress hydrique peut-être de manière plus fréquente dans le futur pour les cultures. Et enfin, ces stress thermiques, l'augmentation des journées, la fréquence des jours où il fait très chaud, peuvent aussi être préjudiciables pour les élevages, aussi bien en termes de leur productivité, la production d'œufs, que le poids des animaux, le gain de poids, la reproduction, le bien-être et la santé des animaux. Et un aspect non négligeable, c'est que on est dans un système de mondialisation. Donc les effets des changements climatiques sur l'agriculture à l'extérieur du Québec pourraient aussi modifier les marchés agricoles et donc pourraient de ce fait avoir également des impacts sur l'agriculture québécoise et la compétitivité de certaines filières. Okay. Enfin, donc, on voit que les changements climatiques, il va falloir s'adapter aux risques, saisir des opportunités pour le Québec. Il y a plusieurs manières de mettre en œuvre l'adaptation et de la favoriser. C'est par des activités de sensibilisation pour faire savoir aux gens ce à quoi ils doivent s'attendre, comme aujourd'hui, des technologies, des nouvelles variétés, des ouvrages hydro-agricoles, des outils d'aide à la décision aussi, comme l'Atlas agroclimatique du Québec, Agrométéo, qui permet d'avoir les prévisions météorologiques et les observations, le développement de politiques, de stratégies, de programmes gouvernementaux qui viendront appuyer cette adaptation, des normes, des règlements, expertise suivie comme le réseau d'avertissement phytosanitaire ou le suivi de la qualité de l'eau. Donc, ce qui est important, c'est que l'agriculteur devra prendre en compte dans sa prise de décision les changements climatiques pour décider comment il devra s'adapter, parce qu'il s'adapte déjà en fonction de l'évolution des marchés, des changements technologiques, de la réglementation, de la demande des consommateurs, mais les changements climatiques sont un aspect additionnel qu'il faudra prendre en compte dans la prise de certaines décisions. Et il sera bien important que l'agriculteur soit encadré par différents acteurs qui sont aussi bien gouvernementaux que la recherche, que l'industrie et également des acteurs comme les ordres professionnels ou l'enseignement. Donc les messages à retenir, c'est que le climat change déjà au niveau planétaire, national et régional, que les changements climatiques en agriculture au Québec représentent des opportunités à saisir, mais aussi des risques à gérer. Et en matière d'adaptation, c'est que le secteur agricole, il a déjà un atout. C'est un secteur qui a l'habitude qui s'est déjà adapté par le passé, comme je le disais, aux évolutions technologiques, aux évolutions de réglementation, à la variabilité du climat. Donc il existe déjà un certain nombre d'outils et de procédures qui sont en place pour faire face à ça, mais il sera bien important d'évaluer la robustesse de ces outils dans le contexte des changements climatiques. Et également, compte tenu de l'ampleur et de la rapidité de ces changements, il faudra que le secteur innove également face à ça. Et puis, il sera bien important d'impliquer les différents acteurs de l'adaptation, y compris les acteurs locaux et régionaux, pour pouvoir prendre en compte les contraintes régionales et favoriser la collaboration avec la science. Et je finirai en disant que là, je vous ai parlé beaucoup d'adaptation parce que c'était les répercussions des changements climatiques, mais il est évident que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation, c'est deux axes complémentaires et indissociables et qu'il faut travailler sur les deux tableaux. Et d'autant plus qu'on voit que le Québec et le Canada ont pour l'instant
de potentielles opportunités en lien avec les changements climatiques, mais si on continue à réchauffer la planète, eh bien, on dépassera peut-être des seuils qui feront en sorte que même nous, on n'en aura plus de ces opportunités. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Donc, notre prochain conférencier est M. Daniel Houle, donc, qui va venir nous parler, dans son cas, de la partie acériculture, donc la production de produits de l'érable, et donc dans le contexte des changements climatiques, à savoir est-ce que ça fait bon ménage. Donc, M. Houle est coordonnateur du programme Ressources forestières d'Ouranos et chercheur à la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. M. Houle est diplômé de l'Université du Québec à Montréal, où il a obtenu un diplôme en sciences. Il a aussi fait son doctorat à l'Institut national de recherche scientifique sur les eaux. Il est maintenant à l'emploi... merci, Amélie. Donc, il est maintenant à l'emploi de la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles à titre de chercheur, et il est aussi coordonnateur du programme Ressources forestières chez Ouranos. Ses travaux portent sur la fertilité des sols forestiers et la croissance des arbres en relation avec la pollution atmosphérique et les changements climatiques. Monsieur Houle, c'est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Les flèches? Oui. Alors, brièvement, je vais essayer de répondre aujourd'hui à une question. Irons-nous à la cabane à sucre en 2050? Juste pour faire un petit topo, en fait, la production de sirop au Québec, c'est 13 500 acériculteurs. 79 de la production québécoise est dirigée vers l'exportation. Donc, évidemment, on est les plus grands producteurs de sirop d'érable au monde. Ça génère environ 283 millions de dollars par année. Et bon, la production totale est autour de 369 000 tonnes. C'est des chiffres qui disent pas grand-chose comme ça. Qu'est-ce qu'on sait des effets du climat, en fait? Parce que, bon, s'il y a une production agricole qui est très dépendante du climat, c'est bien la production de sirop d'érable. Tout le monde sait que le climat influence beaucoup la production, les cycles gel-dégel, etc. Mais malgré qu'on connaisse des grandes lignes de ça, on ne connaît pas vraiment dans le détail c'est quoi les facteurs climatiques qui influencent la production. Il y a plusieurs études qui ont pris des facteurs de façon séparément, où on a travaillé, par exemple, sur un seul site à la fois ou sur des données annuelles. Pour ce qui concerne la phénologie de la coulée, c'est-à-dire à quel moment la coulée se produit pendant la saison, il y a quelques études qui ont été faites, parfois à un seul site, avec des données quotidiennes, mais seulement une année. Donc, on ne peut pas beaucoup généraliser à partir de ça. Et il y a une étude récente par des chercheurs américains qui ont travaillé, eux, avec des scénarios climatiques et qui ont construit une espèce de modèle disant que quand il y avait des journées où on avait des températures inférieures à moins 1,1 la nuit est supérieure à 2,2 le jour, on avait de la coulée. Donc, c'est un modèle qui n'est pas vraiment validé, mais ils sont servis de ça pour essayer d'estimer des jours de coulée actuels et des jours de coulée futurs. En fait, ce dont on traite en premier lieu, c'est la phénologie de la production de sirop. La phénologie, en fait, c'est un petit peu le synchronisme de certains phénomènes biologiques qui se produisent en fonction de la température, comme la floraison, l'éclosion des bourgeons, etc. On peut dire que le sirop d'érable a aussi une phénologie. Les résultats dont je vais vous parler brièvement, en fait, viennent de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui ont eu la gentillesse de nous fournir des données hebdomadaires qu'eux recueillent de façon spontanée auprès de producteurs de différentes régions. Ils font des sondages le vendredi. Nous, on suppose que la production a lieu le lundi, puis on se retrouve avec des données hebdomadaires comme ça qui nous permettent un peu mieux de caractériser les phénomènes de la coulée. On a quelque chose comme 121 sites ou érablières producteurs qui ont participé au sondage pendant 13 ans, ce qui nous fait quand même un bon jeu d'observation pour pouvoir calibrer ou étudier un petit peu le phénomène de coulée. Alors, quelques dates comme ça. Le début moyen, en fait, commence en général autour du 6 mars dans les régions les plus chaudes du Québec, comme dans le sud du Québec, et autour du 24 mars pour les régions les plus froides, comme le Bas-Saint-Laurent. Cette année, j'étais à une érablière à Havelock le 7 mars, puis ça coulait depuis 2 jours à peu près, c'est très au sud, donc on est en plein dans les dates moyennes de début de coulée. Le jour le plus hâtif, c'est un peu anecdotique, c'était le 22 février 2010 dans la région de Saint-Hyacinthe. Et pour ceux qui s'en souviennent, en fait, bon, ici, vous avez la production de l'ensemble des
des 11 régions étudiées en fonction des semaines à partir de la fin février. Donc, on voit que le début de la production que la production a été très hâtive par rapport à la période globale de production. Et en 2010, en fait, on a eu un mois de mars extrêmement chaud. Ici, vous avez les déviations par rapport au normal à long terme. Vous avez en fait des températures qui ont été de plus 5 à plus 4 à plus 3 degrés pour le mois de mars 2010 sur l'ensemble du Québec. Et des températures comme ça, en fait, c'est même un peu plus que ce que le futur nous prépare pour les années 2050-2010. Donc, on a eu un avant-goût, finalement, d'une année très chaude qu'on pourra avoir dans le futur. L'année la plus tardive a été en 2008, où ça a commencé en moyenne le 29 mars. Donc, c'est une année très, très tardive, très, très froide. Il y a eu beaucoup, beaucoup de neige cette année-là. Et on voit, sur le même graphique, j'ai mis la production de 2010 et de 2008. On voit le grand décalage entre les observations. On a à peu près 30 jours de différence dans ce cas-là. C'est très grand, 30 jours. C'est des grosses, grosses différences. Donc, nos données couvrent quand même un bon range de variation en termes de début, de fin, etc. Et il y a certaines années, comme l'année 2000, où les variations de coulée sont absolument chaotiques. C'est peut-être ça le bug de l'an 2000 qu'on n'a pas eu sur nos ordinateurs, mais il n'y a rien à comprendre dans ce jeu de données-là. C'est un peu le cauchemar des scientifiques, mais heureusement, il n'y a pas eu d'autres années comme celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de données-là? Quelque chose de très simple. En fait, on peut prendre le début moyen en jour julien de date de coulée qu'on met en relation avec la température moyenne de février-avril pour l'ensemble des régions. Donc, chaque point ici, c'est 13 années d'observation. Et ça nous permet, en fait, de dresser une relation qui est très forte entre la température et les jours juliens de coulée. Évidemment, plus il fait froid, plus ça commence tard, et plus il fait chaud, plus ça commence tôt. Malgré que c'est très intuitif, ce genre de relation-là, on ne l'avait jamais quantifié avant. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la pente de la relation ici, qui est de moins 4, qui nous dit, en fait, que pour chaque degré de réchauffement, la saison va être de 4 jours plus hâtive. Donc, si on a 4 degrés de réchauffement, on peut s'attendre à avoir 16 jours plus tôt le début de la production. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle simple, dans le fond, qui est très intuitif, dont on peut se servir pour faire des projections dans le futur, mais on s'est aussi compliqué la vie en faisant un modèle logistique qui prédit soit l'absence ou la présence de coulée une semaine donnée. Et dans ce cas-là, il y avait d'autres variables comme, par exemple, les cycles gel-dégel autour de la température de 3 degrés, le même terme au carré, et aussi des quantités d'énergie, les degrés jours cumulés, qui étaient surtout inclus dans l'équation comme pour terminer la saison. Donc, c'est un modèle qui est plus compliqué que l'autre. Et on a pris les deux modèles, on a fait des projections dans le futur. Donc, on est capable de modéliser ce qui se passe dans le présent. On prend des modèles climatique du futur. On a pris dans ce cas-là 77 simulations. Donc, on a un grand ensemble de modèles. On a fait des simulations pour le début, la fin et la durée de la production. Et je vous montre seulement les débuts parce que c'est ce qui est le plus important en termes opérationnels. Les agriculteurs vont savoir quand est-ce que ça va commencer. Ils veulent être prêts quand la coulée va commencer. Alors, ce que je vous présente ici, c'est des deltas de déplacement. Vous avez ici des deltas de température janvier-avril. Ça, c'est le modèle logistique compliqué. Puis ce que vous avez là, finalement, c'est des deltas de déplacement pour l'ensemble des 77 simulations fois 11 régions. Donc, ça donne un grand ensemble de données. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un déplacement de moins 17,51 avec le modèle température, moins 17,46 avec le modèle logistique. En fait, on arrive pile au même chiffre. On a un déplacement moyen d'à peu près 18 jours en 2100. Donc, on parle de 2 à 3 semaines. La saison va être plus tôt de 2 à 3 semaines. Mais il ne faut pas juste regarder, disons, les débuts moyens, il faut aussi regarder la variabilité. Et si on regarde, par exemple, des saisons qui commenceraient 30 jours plus tôt en moyenne, en fait, commenceraient autour du 4 février, ce qui serait déjà très hâtif. Et si on prend, par exemple, un point ici comme celui-là, où la saison commencerait pour une simulation à peu près 45 jours plus tôt que la période actuelle, il faut comprendre que ce point-là, ici, c'est une moyenne de 20 années. Donc, il y a un spread autour de cette valeur-là qui fait que dans certaines simulations, les saisons commencent très, très tôt ou sont presque inexistantes parce que le climat est vraiment trop, trop chaud certaines années. Donc, il pourrait y avoir certaines années où la coulée ne serait pas au rendez-vous, où les saisons ne seraient pas très productives à cause de saisons écourtées. Juste pour faire un petit aparté, en fait, non, je vais le faire plus tard, pardon. Je vais vous parler maintenant du rendement à l'entaille. On a parlé de déplacement dans la saison, c'est bien beau, mais on veut savoir est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de sirop d'érable dans le futur. On a une étude qui a été faite avec un de mes collègues, Louis Duchesne, du ministère,
où on a travaillé non seulement sur des régions du Québec, mais aussi sur tous les États américains qui produisent du sirop. Donc, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la production sur une gamme de températures beaucoup plus élevée. Donc, on a des trucs comme le Wisconsin, l'Ohio, jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Donc, on a quand même une grande gamme de températures. Et il y a des choses intéressantes qui sortent de là. En fait, si on regarde juste ici le rendement à l'entaille pour ces 18 régions, on voit en fait qu'il n'y a pas vraiment de patron relié à la température. Là, ils sont classés en termes de température, du plus froid au plus chaud. Ce n'est pas la température qui contrôle la production, c'est d'autres facteurs, évidemment. Et on a fait un modèle prédictif pour prédire le rendement à l'entaille, comme je viens de vous dire. Je ne veux pas trop entrer dans les détails techniques, mais peut-être juste vous mentionner les variables d'intérêt. Les variables d'intérêt, évidemment, c'est les cycles gel-dégel. Pendant la période de l'année, on a beaucoup de cycles gel-dégel. C'est là que la coulée se produit. C'est quelque chose qui est quand même assez connu. Des températures froides en janvier, très froides, ont tendance à favoriser la production aussi parce que ça a tendance à augmenter le taux de sucre dans la sève. Le nombre de degrés de température cumulés entre 0 et 8, c'est aussi relié à la période de coulée. Et une autre variable qui est la température de juin-octobre de l'été précédent. Ce qui est intéressant, si on décompose ça un petit peu, c'est qu'il y a des variables qui ont un impact pendant la coulée, donc qui vont plus déterminer la quantité d'eau qu'on va récolter. Et il y a des variables qui ont un impact avant la coulée, comme la température maximale de janvier et celle de l'été précédent, qui, elles, on pense, déterminent davantage le taux de sucre dans la sève. Donc, la combinaison de ces deux types de variables-là vont déterminer le rendement à l'entaille. Et en fait, les cycles gel-dégel ont tendance à avoir une influence positive sur la production. Des températures trop élevées en janvier ont un impact négatif, donc c'est relié négativement à la production. Les températures cumulées en 0 et 8, un impact positif. Et un été plus chaud l'année d'avant, impact positif. Et que nous réserve le futur, en fait, si on essaie de voir comment vont évoluer ces variables-là dans le futur de façon qualitative. En fait, les mois de janvier, moins froids, vont être moins froids dans le futur, donc ça va avoir un impact négatif sur la production parce que le taux de sucre va être inférieur. Mais les étés vont être plus chauds, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un impact plutôt positif sur la production. Et quand on fait des simulations dans le futur, en fait, l'effet positif et négatif de ces deux variables-là s'annule complètement et on arrive à des productions qui sont similaires à celles qu'on a aujourd'hui. Et je vous ramène un petit peu à une des conclusions de l'article, en fait, je vais vous lire parce que c'est écrit un peu petit. En fait, les conditions optimales pour la production de sirop d'érable, ils ont tendance à être, contraintes au nord par des conditions de croissance adverses à l'érable, des hivers trop froids, des températures trop froides en général, et au sud par des conditions hivernales ou printanières trop chaudes, où il n'y a pas assez de cycle gel-dégel. Donc, si on regarde la zone, finalement, de présence ou absence de l'érable à sucre, c'est la zone grise que l'on voit, qui est quand même très, très grande. Et on voit qu'il y a des endroits au sud où l'érable à sucre est présent, mais les conditions printanières ne sont pas là pour qu'on puisse faire du sirop. Donc, ce qu'on peut prédire avec nos modèles, c'est que les États du sud des États-Unis, comme l'Ohio, la Pennsylvanie, des États où la température est déjà chaude, où les conditions sont peut-être déjà un peu limites pour la production de sirop, vont probablement voir leur production diminuer et qu'on va se retrouver finalement avec des pertes de production dans ces États-là, sinon la disparition complète de la production de sirop d'ici un siècle. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est qu'à la limite nord de l'érablière, il y a de la production de sirop. Ce qui nous laisse croire que si les érables pouvaient migrer un peu plus au nord, elles rencontraient des conditions climatiques favorables à la production de sirop. Le réchauffement climatique est quelque chose comme 10 à 20 fois plus rapide que la vitesse de migration des érablières. Ça fait un certain temps déjà que le climat se réchauffe. Donc, on est convaincu que dans le nord du Québec, en tout cas plus au nord que la limite actuelle de la répartition de l'érable, on pourrait avoir du sirop d'érable. Il y a peut-être un potentiel d'exploitation là. Si on était capable d'installer des érables à sucre un peu plus au nord, on pourrait potentiellement faire du sirop à ces endroits-là. Et avant d'aller là, en fait, si vous vous demandez, cette année, on a eu un mois de mars chaud, qui est plus chaud que la moyenne. Peut-être, on n'a pas des données officielles, mais c'est visiblement un mois de mars assez chaud. Et vous demandez peut-être, est-ce que la production va être bonne cette année? Qu'est-ce que les acériculteurs en pensent? Fait qu'hier, j'ai appelé un collègue, en fait, M. Bellegarde, qui nous avait passé les données pour faire notre étude. Et jusqu'à maintenant, en fait, la production de sirop de cette année, elle s'annonce exceptionnelle, phénoménale, peut-être une des meilleures à vie, selon ses propres termes. En général, entre 1999 et 2014,
on produisait environ 30 millions de livres de sirop. Et au 1er avril, il y a quelques jours, on était déjà rendu à 60 millions de livres de sirop. Et le mois d'avril est encore froid. Là, on est dans une pause présentement, mais dans les prochains jours, on va quand même avoir un petit redout. Puis le mois d'avril va encore être propice à la production. Donc, on se dirigerait vers une année record. Et le monsieur en question, lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas peur de ça, les changements climatiques. Il trouve que, d'après lui, ça va être une bonne chose. Il explique ça par d'autres variables que nous, on n'a pas, comme par exemple le gel du sol. On a beau avoir des conditions parfaites au printemps pour la coulée, gel, dégel, etc. Si le sol est gelé, il n'y aura pas de coulée parce que les racines sont prises dans la glace. Si le climat est plus chaud, s'il neige un petit peu plus, il va y avoir peut-être moins de gel de sol, ça va être plus favorable. Ce pas des phénomènes qui sont prouvés scientifiquement, c'est un peu plus intuitif, mais il semble croire que les changements climatiques ne seront pas un gros problème, en tout cas dans leurs prévisions. Pour terminer, il ne me reste pas grand temps, sans passer à travers toutes les conclusions. Au niveau de l'adaptation, en fait, ce qui fait qu'on peut profiter aujourd'hui de périodes clémentes comme celle qu'on a, c'est beaucoup une adaptation au niveau de la date d'entaillage. Avant 2009, les agriculteurs avaient peur d'entailler trop tôt, parce que si on entaille trop tôt et que la coulée commence plus tard, bien, l'entaille a tendance à se refermer ou à s'infecter avec des bactéries, puis elle est moins efficace quand la coulée commence. Mais depuis 2009, à peu près, ils ont des techniques de stérilisation, puis des entailles dont l'embout est mieux fait, en fait. Il épouse mieux la forme de l'entaille elle-même. Il y a moins de vide, il y a moins de compartimentation, moins d'infections bactériennes, etc. Donc, les acériculteurs n'ont pas peur d'entailler très tôt en saison et ils n'ont pas peur que les entailles se referment. Donc, ils sont plus prêts à une éventualité d'une coulée très hâtive. Et il y a aussi un autre facteur, c'est que globalement, la technologie s'améliore. La technologie d'extraction, le système d'extraction sous vide, les fuites, tout ça est mieux contrôlé, mieux, comment je dirais, en tout cas mieux fait qu'avant. Puis un autre facteur aussi qui est très intéressant, c'est que les prévisions météorologiques, 14 jours maintenant, ils sont de plus en plus fiables. Puis je pense qu'ils vont peut-être l'être de plus en plus dans le futur. Puis les acériculteurs, ils les regardent tout le temps, ils les consultent, puis ils sont capables de voir un petit peu à l'avance quand est-ce qu'ils vont avoir des conditions propices pour la production dans leur région. Donc, ils vont s'adapter aussi, à voir venir un petit peu plus. Puis dans le futur, on avait pensé déjà comme projet même d'essayer de faire une espèce de site en ligne qui est basé sur la prévision des températures, mais adapté aux producteurs pour leur dire quand est-ce qu'il va y avoir des jours de coulée ou non, ou des trucs comme ça. Je vais m'arrêter ici parce qu'on me fait signe que c'est fini. Merci. Merci beaucoup, M. Houle. Donc, on en arrive à notre troisième conférencier. C'est M. Philippe Roy, qui est spécialiste scénario et services climatiques à Ouranos, qui va nous parler des changements climatiques en lien avec le potentiel viticole du Québec. Donc, je vous présente M. Roy, qui détient un doctorat en sciences de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Il travaille dans le domaine de l'analyse des modèles climatiques, se spécialisant dans les événements extrêmes et l'incertitude. Chez Ouranos depuis 2014, M. Roy se concentre sur le développement, l'application et l'intégration des scénarios climatiques probabilistes, dans un cadre d'analyse de risque au sein du groupe Scénarios et services climatiques. M. Roy, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une étude sur laquelle on a travaillé à Ouranos. Ça fait peut-être... quand je suis arrivé, ça a démarré un peu après mon arrivée. Donc, c'est de quantifier un peu l'effet du changement climatique sur le potentiel viticole au Québec. Donc, c'est un travail qui a été fait là, avec plusieurs collaborateurs. Donc, comme vous le savez quand même, puis Charles-Henri va pouvoir vous en parler aussi plus abondamment, c'est une industrie qui est quand même assez jeune au Québec, donc peu de données, mais peut-être que les changements climatiques vont avoir une influence donc bénéfique, du moins pour ce secteur-là. Donc, la question principale un peu de la recherche était, est-ce qu'on peut estimer la probabilité d'avoir un climat propice à la culture viticole au Québec? Donc, à quel endroit et surtout quand? Donc, l'étude s'est située sur la région agricole du Québec, telle qu'illustrée.
Donc, rapidement, les bases climatiques pour la production du vin. Au niveau des latitudes nordiques, un des facteurs limitants le plus important, c'est le climat, et en particulier tout ce qui est lié à la température. Donc, à partir de ces facteurs limitants-là, Evelyne Barriot du MAPAC a développé donc des indicateurs climatiques qui nous permettent un peu d'estimer si un site était propice ou non à la culture viticole. Donc, les 3 indicateurs qui ont été retenus pour l'étude, c'était un minimum de jours consécutifs sans gel, assez d'accumulation de chaleur durant la saison, puis ainsi que les froids hivernaux étant comme un facteur assez important pour la vulnérabilité des vignes. Donc, à l'aide de ces indices-là, on va tenter d'estimer la probabilité de dépasser certains seuils qui sont soit minimales ou optimales pour certaines vignes sur la région agricole. Donc, qu'est-ce qu'on entend par approche probabiliste? Historiquement, quand on a accès seulement à une série temporelle historique, puis qu'on veut estimer la probabilité de dépasser un seuil donné, ce qu'on faisait régulièrement, c'est de tout simplement calculer le nombre d'occurrences qui dépassent un certain seuil, puis le diviser par la période temporelle, ce qui nous donnait une certaine estimation de la probabilité. Ce qu'on a décidé de faire, donc, c'est d'utiliser les simulations climatiques pour en faire donc, des scénarios climatiques, ce qui nous permet donc d'estimer l'évolution de cette probabilité-là dans le temps. Puis pour ce faire, c'est tout simplement de se définir un seuil donné, puis de calculer le nombre de simulations qui dépassent ce seuil-là pour une année donnée. Donc, ce qui va nous permettre de répondre un peu à la question du quand, là, grosso modo. Puis dans le cadre de cette étude-là, donc, on a utilisé plus de 90 simulations pour estimer nos différents indicateurs. Donc, rapidement, sur la méthode, je vais passer rapidement là-dessus. Donc, on prend chacune des simulations, on l'interpole sur une donnée, sur une grille à 10 km sur la région agricole du Québec. Les simulations sont régulièrement, sont typiquement biaisées de par leur formulation. Ce qu'on fait, donc, on prend chacune des simulations, puis on corrige le biais systématique de ces simulations-là pour ramener la simulation dans une réalité observée. Et c'est sur ces scénarios-là qui sont donc corrigés qu'on va calculer les indicateurs puis estimer la probabilité de dépasser les seuils qui sont utiles pour le secteur viticole. Donc, peut-être un des faits saillants de l'étude, moi, à mon avis, il y a 2 faits saillants qui sont d'intérêt. C'est est-ce qu'on va avoir des nouvelles régions pour cultiver le vin au Québec? Et aussi, est-ce qu'on va pouvoir introduire de nouveaux types de cépages? Donc, pour répondre à la première question, est-ce qu'on aurait de nouvelles régions? Dans ce cas-ci, ce qu'on regarde, c'est l'année d'apparition où plus de 80% des simulations vont simuler plus de 900 degrés jour. Donc, ce qu'on voit dans le sud de l'Abitibi, dans les prochaines décennies, on pourrait avoir régulièrement une accumulation supérieure à 900 degrés jour. Par contre, au niveau de l'Abitibi, une problématique, c'est plutôt la longueur de saison sans gel qui est un facteur limitant. Si on regarde un autre indicateur, peut-être à préciser qu'au niveau du sud du Québec, le 900 degrés jour est déjà atteint, et ce, avant même la période étudiée. Donc, si on regarde tout simplement la longueur de saison sans gel, dans ce cas-ci, on regarde un 180 jours consécutifs sans gel. Ce qu'on remarque, c'est finalement dépassé au pourtour de la région montréalaise seulement. Puis, dans les prochaines décennies, ça devrait s'étendre un peu là, à partir de Montréal. Ce qu'on se rend compte quand on regarde plusieurs indicateurs un à côté de l'autre, c'est que finalement, une saison ne sera pas nécessairement propice si on a assez d'accumulation de chaleur, mais si la saison de croissance est trop faible, ça va être un facteur limitant. Donc, il faut une synchronicité de ces indicateurs-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de combiner les 3 indicateurs. Donc, je vais inclure la température hivernale dedans, puis d'estimer un peu c'est quoi la probabilité d'avoir les 3 seuils prescrits pour avoir une culture acceptable pour, dans ce cas-ci, c'est les vignes hybrides qu'on cultive majoritairement au Québec. Donc, ce qu'on rencontre, c'est qu'autour de l'an 2050, 2065, sur l'ensemble du sud québécois, on va dépasser donc les seuils minimaux pour cultiver de la vigne hybride. Donc, une question d'intérêt, c'est aussi est-ce qu'on va pouvoir introduire donc de nouvelles variétés, donc de nouveaux cépages. On pense évidemment aux Vitis vinifera, donc les chardonnays, pinot noir, gamay, qui sont des cépages qui sont plus vulnérables aux latitudes nordiques.
Donc, en utilisant les seuils les plus élevés de notre étude, donc 180 jours minimum sans gel, 1250 degrés jour, puis pour la température, là, j'avais utilisé un moins 27, qui est quand même quelque chose où la vigne va être affectée ou vulnérable, mais il existe certaines techniques quand même pour mitiger l'effet du froid. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on regarde, c'est un peu la probabilité de dépasser ces seuils-là qui nous permettrait potentiellement peut-être d'introduire ces nouveaux cépages-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur le sud du Québec, certaines régions près de la frontière, les simulations nous indiquent qu'on aurait à peu près 80 de chances, de probabilité de dépasser les seuils qui sont utilisés pour caractériser le vitis vinifera. Bon. Principale conclusion, donc moi, évidemment, j'ai regardé cet aspect-là viticole d'un point de vue purement climatique. De ce point de vue-là, on peut s'attendre à des conditions qui seront favorables à une augmentation de la production viticole, en particulier dans le sud du Québec. Peut-être une introduction plus large des cépages vitis vinifera. Quelques limitations, par contre. Bon, évidemment, Anne en a glissé un mot. Avec des températures plus chaudes, il peut y avoir des nouveaux insectes, des nouvelles maladies. On n'a pas regardé non plus l'effet de précipitations intenses, par exemple à l'automne, qui pourrait survenir à des mauvais moments. Les propriétés des sols, on n'a pas regardé ça non plus. La présence ou non de microclimat. Puis, dans le cas qui nous intéresse, là, au niveau de l'approche probabiliste qu'on a utilisée, c'est que les modèles ne sont pas nécessairement tous indépendants l'un de l'autre. Ils ont des formulations parfois similaires. Donc, c'est une approche qu'on appelle de type probabiliste et non pas strictement probabiliste. Bon, c'est peut-être un peu théorique. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Alors, donc, on en arrive déjà à notre dernier conférencier. Il s'agit de M. Charles-Henri de Coussergues, qui est président sortant de l'Association des vignerons du Québec et président directeur général et copropriétaire du vignoble de l'Orpailleur. Donc, il est originaire du sud de la France et donc copropriétaire de l'Orpailleur depuis 1982. Il a grandi dans une famille de vignerons où il a cultivé sa passion au fil des ans et il a obtenu un diplôme en viticulture. L'expertise et le savoir-faire qu'il a acquis avec ses années de pratique lui confèrent une réputation enviable dans le domaine de la viticulture au Québec. Il a été donc président de l'Association des vignerons durant 7 ans et il est membre fondateur et grand maître de la noble confrérie des vignerons du Québec. C'est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. C'est sûr que quand on parle de viticulture, quand on parle d'agriculture en général, donc le vrai boss en agriculture, c'est plus forcément le gérant de banque, mais c'est Dame Nature. C'est vrai dans l'agriculture en général, mais c'est d'autant plus vrai pour la production de raisins et notamment de vin. À travers le monde, il y a beaucoup on en parle peu, mais il se fait beaucoup de production de raisins de table. On parle plus, évidemment, de surface de vigne quand on parle de production de vin. Et les critères sont complètement différents. La production de raisins de table, donc on va chercher souvent des terrains qui sont très humides, des terrains très fertiles, alors que pour la vigne, c'est l'inverse. On va chercher souvent des terrains qui sont très pauvres et des terrains qui sont relativement chauds et secs. Donc, quand je suis arrivé au Québec, je suis arrivé comme stagiaire au Québec, donc faire un stage en arboriculture dans la région de Dunham, donc dans la pomme. Et j'avais, comme la majorité des gens, des préjugés, évidemment, sur le climat du Québec. Il y a encore aujourd'hui des grands préjugés, d'ailleurs, sur notre climat. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'en parler. Mais j'avais été surpris à l'époque, en 1982, de voir déjà qu'au Québec, on vient d'en parler, une chaleur suffisante pour faire pousser différentes variétés de fruits, notamment de pommes. La propriété qu'on a achetée à Dunham, j'avais des cerises, j'avais des prunes, j'avais des poires. C'était là quand on a acheté la propriété, mais ça m'avait énormément surpris de voir qu'on pouvait déjà donc cultiver certains fruits au Québec. Le plus grand préjugé qui reste encore aujourd'hui quand on parle de vigne au Québec, évidemment, dans la tête du commun des mortels, c'est le climat. Les gens pensent qu'on n'a pas un climat forcément pour faire de la vigne, parce qu'on rattache évidemment le climat du Québec aux extrêmes hivernaux. C'est vrai que ce qui nous différencie du reste du monde quand on parle de régions viticoles, ce sont nos hivers, donc ils peuvent être assez rigoureux, assez froids. Mais quand on parle de l'été, on a des saisons végétatives qui sont souvent comparables et similaires à d'autres régions viticoles du monde. Il faut les choisir, mais par exemple, la région de Marlborough en Nouvelle-Zélande, on a les mêmes températures, les mêmes degrés jour au Québec que dans la région de Marlborough, où on fait probablement les meilleurs sauvignons au monde.
La Haute-Bourgogne, on a même un climat similaire en termes de température, de degrés jour, que la Haute-Bourgogne. Encore une fois, ce qui nous différencie, ce sont nos rigueurs de l'hiver, mais en termes de saison végétative, donc on a encore une fois des similitudes donc, avec d'autres régions. C'est ce qui m'avait surpris il y a 30 ans et ce qui évolue avec le temps, et ça pour l'instant c'est un facteur favorable pour la vigne. Bon, on arrive à ma présentation. Il faut reculer, moi j'ai avancé. Ok, merci. Alors, c'est sûr que quand on est vigneron et quand en plus on veut vendre une partie de notre production sur place, c'était une réalité à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Dès le départ, quand j'ai voulu faire de la vigne au Québec, j'avais la ferme intention de développer une activité, ce qu'on peut appeler aujourd'hui une touristique. Donc le climat est important. On est doublement tributaire du climat pour la culture du raisin, mais aussi donc évidemment pour l'activité commerciale sur l'entreprise. Évidemment, les fins de semaine où il fait beau, il y a plus de monde que des fins de semaine où il pleut. Donc, ce sont deux critères qu'il ne faut pas oublier. On est tributaire, encore une fois, au niveau de la production, mais aussi au niveau de la mise en marché. Donc, la nature et le climat donc, a un impact très important, encore une fois, dans notre secteur. Je l'ai dit tantôt, donc pour le raisin, c'est important. Pour le vin, ça l'est encore plus. Quand on dit le vin a souvent une signature de millésime, c'est-à-dire qu'il y a des millésimes qui sont meilleurs que d'autres. On a facilité de dire quand le vin est bon, c'est grâce aux vignerons. C'est en partie vrai, mais il ne faut pas oublier que la nature y est pour beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle il y a des millésimes qui se démarquent en général de d'autres millésimes. La différence, c'est le climat qu'on peut avoir d'une année par rapport à l'autre. Et dans la vigne, c'est un paradoxe, c'est que les meilleures années dans le vin sont en général des mauvaises années en agriculture. Je vais prendre au Québec l'année 2012, où on a eu probablement en 30 ans, une de mes meilleures années en termes de qualité de raisin, pas forcément en termes de quantité, mais en termes de qualité de raisin, et donc qui ont eu un impact évidemment sur le vin. Mais vous parlez d'un agriculteur de 2012, c'est une année qu'il veut oublier. C'est une année qui a été relativement chaude, mais qui a été extrêmement sèche. Et en général, donc évidemment en agriculture, on a besoin d'une certaine hygrométrie qui amène une certaine quantité de récolte. Nous, encore une fois, c'est l'inverse. Nos meilleures années sont des années sèches, et à travers le monde, les meilleurs millésimes sont souvent des années issues d'une année relativement sèche. Donc, c'est un critère important chez nous. C'est une des motivations que j'avais eues à m'installer dans les cantons de l'Est, à Denham. On ne savait pas forcément qu'on aurait aujourd'hui des années de plus en plus sèches, notamment des mois d'août de plus en plus secs, mais ce sont des terrains qui sont extrêmement secs. Donc, on a la chance d'être installé sur des plages, sur des anciennes plages de la mer de Champlain. Donc, on est surélevé par rapport à la plaine de Montréal, mais on est sur des graviers avec des sous-couches de sable. Donc, des terrains qui sont relativement chauds et qui sont très secs, et qui donc se ressuit très rapidement suite à des orages. Le lendemain, on peut déjà travailler dans les vignes. On n'a pas des terrains qui ont une rétention d'eau, et c'est un facteur très important. C'est sûr qu'on est mieux outillé aujourd'hui quand un vigneron veut s'installer, ou un agriculteur en général, donc avec tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait un outil qui était important, c'était l'Atlas agroclimatique du Québec, et on devait avoir dans la vigne, c'était vraiment un minimum, on en avait tantôt de 900 degrés jour. Pour arriver à porter un raisin à maturité, certaines variétés à maturité, c'est un minimum incontournable, il nous faut un minimum de 900 degrés jour. Et à l'époque, il nous fallait une période végétative d'à peu près 145 jours sans gel. La région de Denham n'était pas la seule région. Il y avait 3 ou 4 régions au Québec qui nous permettaient d'avoir ce minimum. Et, il y a la région d'Oka, par exemple, la région de Rougemont, où on pouvait avoir ce 145 jours à peu près garanti et le 900 degrés jour d'accumuler. Il faut savoir que pour la vigne, on parle le zéro végétatif pour la vigne, c'est pas 5 degrés, c'est 10 degrés Celsius. La vigne commence à pousser à 10 degrés. Donc quand on parle d'unité thermique, ce sont tous les degrés qu'on additionne au-dessus de 10 degrés Celsius. Alors que le maïs, par exemple, le zéro végétatif pour la vigne, c'est 5 degrés Celsius. Le maïs va commencer à pousser comme beaucoup d'autres cultures à partir de 5 degrés. La vigne, c'est 10 degrés Celsius. Donc, quand on accumule tous ces cumuls de degrés au-dessus de 10 degrés, on arrive souvent, donc, on arrivait à l'époque à des moyennes de 900 degrés jour. C'était un impératif incontournable pour la vigne. J'aurais pu amener plusieurs tableaux, mais juste grosso modo, donc à l'époque, comme je le disais en 81, donc à la région de Denham, on avait 145 jours sans gel et on avait entre 900 et 1000 degrés jour. Aujourd'hui, donc quelques années plus tard, on a facilement
et c'est énorme, des périodes de 170 jours sans gel. C'est-à-dire qu'effectivement, les printemps sont de plus en plus hâtifs et les automnes, surtout les automnes, sont de plus en plus tardifs. On a connu en 2014 même une exception où le premier gel d'automne était le 2 novembre. Ça, j'avais jamais connu ça. Souvent, quand j'ai commencé d'ailleurs, souvent on avait des gelées, des premières gelées d'automne vers le 22-25 septembre, qui avait pour effet non pas d'altérer le raisin, mais de faire geler le feuillage, ce qui mettait un terme à la saison. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus de fonction chlorophyllienne, donc la plante arrête d'évoluer. Donc c'était le gel, en fait, ce gel-là qui décidait un petit peu de la date des vendanges. Aujourd'hui, on parle vraiment, quand on veut fixer la date des vendanges, de maturation de raisin. Autrefois, elle était imposée par le gel. Aujourd'hui, étant donné que les gels arrivent plus tard, c'est vraiment le vigneron qui a le loisir, en tout cas, de décider sa date de vendange. Donc, ça a un impact très important. Et les vignes démarrent donc un peu plus tôt aussi, donc au printemps. Donc, encore une fois, une saison qui est beaucoup plus longue et des degrés jours qui sont plus importants. Ça nous amène évidemment, pour la vigne en général, ça a des avantages. Donc, ça nous amène sur on en a parlé tantôt aussi, sur donc des saisons plus longues, une meilleure maturation des fruits. Ça peut paraître évident, mais une meilleure maturation si les vins québécois ont aussi évolué. Certes, c'est parce que les vignes sont plus âgées, c'est parce que le vigneron est plus âgé. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron, donc on prend de l'expérience. Mais aussi, la nature y est pour beaucoup, donc on a de meilleures maturités donc, dans nos cépages. Et un ennemi, en général, des vins, c'est le taux d'acidité. Donc, en ayant des raisins plus mûrs, évidemment, on a plus de sucre dans nos raisins, mais on a moins d'acidité. La maturation du bois, on en parle peu, mais dû à nos rigueurs de l'hiver, évidemment, plus un bois sera mûr à l'automne, on appelle ça l'aoutement du bois, plus le bois sera bien aouté, bien lignifié, mieux il sera préparé aux rigueurs de l'hiver. Et ça, j'ai connu ça il y a des années, donc on avait des jets très précoces. Quand le bois gelait à l'automne, il y avait encore une bonne partie du sarment qui était vert et qui n'était pas aouté. Ça, c'est sûr que c'est un bois qui n'est pas préparé à l'hiver et qui aura de gros dommages dus aux froids hivernaux. Donc la maturation du bois est importante. Évidemment, on en vient à la diversification des cépages. Quand j'ai commencé, faut toujours être prudent dans ce qu'on dit, mais je viens d'une région, dans la région d'Avignon, où on ne faisait que des vins rouges. Et j'ai dit pendant longtemps qu'au Québec, je ne ferai jamais de vin rouge. Donc j'ai commencé dans des blancs, évidemment, qui demandent en général moins d'ensoleillement, moins d'unité thermique. Et aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, je fais entre autres une partie de ma production en vin rouge, et on voit de plus en plus de vignerons au Québec donc, qui se lancent aussi dans le rouge. On ne l'aurait jamais cru il y a 30 ans, mais avec ces 40 jours de plus qu'on a de maturité, on arrive aujourd'hui donc à avoir un choix d'encépagement beaucoup plus large. Évidemment, ce sont des cépages qu'on choisit, peu importe la couleur, aussi en fonction d'une certaine résistance au froid l'hiver. Alors malheureusement, j'ai peu de temps, donc je vais pas balayer ça très rapidement. Je suis dans une dynamique de développement durable depuis 1996. On fait beaucoup de travail encore aujourd'hui avec Agriculture Canada. Un des soucis qu'on a, c'est au niveau des insectes. Le côté pervers donc de ces changements climatiques. Donc certes, il y a des gelées printanières qu'on n'avait pas forcément avant. Donc la saison démarre plutôt au printemps, mais souvent on a des gelées au mois de mai qu'on n'avait pas forcément au début. Et donc quand ces gelées arrivent, peuvent faire des dommages. Ça, on arrive à les déjouer par des moyens de lutte contre le gel, donc soit de la ventilation, soit des moyens de chauffage. Par contre, ce qu'on contrôle peu et qu'on n'avait pas forcément vu venir, ce sont des insectes qui ne sont pas autochtones, donc qui viennent de pays souvent étrangers. C'est pas forcément les changements climatiques qui ont amené ces insectes au Québec, ce sont souvent les modes de transport, les conteneurs et tout. Mais par contre, ce sont des insectes qui se développent au Québec en fonction des changements climatiques. Ce sont des insectes qui se complaisent maintenant au Québec. Et par exemple, au lieu de se multiplier une fois dans la saison, étant donné que les saisons sont plus longues, c'est des insectes qui peuvent se multiplier de 2 à 3 fois dans la saison. Donc on arrive à des populations, parfois, de certaines années, d'insectes vraiment importants et qui commencent malheureusement à nuire, qui peuvent nuire donc aux vignes et qui forcent le vigneron à intervenir. Alors, il peut y avoir des moyens assez écologiques de lutter contre ces insectes, mais disons qu'il arrive tellement d'insectes que la recherche a du mal à fournir donc pour lutter de façon durable sur ces insectes-là. Je vous donne juste un exemple. On a par exemple, dans les cultures fruitières en général, on a un prédateur qui sont les acariens. Les acariens, c'est souvent une petite araignée rouge qui est microscopique, mais qu'on voit à l'œil. Et on peut avoir des populations d'acariens très, très importantes sur un arbre ou sur une plante. Et autrefois, on utilisait un insecticide très dangereux en général pour la nature, qui était des acaricides.
Depuis maintenant quelques années, on s'est rendu compte, notamment dans la pomme, mais dans la vigne aussi, c'est qu'il existe de bons acariens qui vont tuer les mauvais acariens. Donc ce sont des luttes naturelles où ce sont des acariens qui se nuisent entre eux. Il y a d'autres moyens aussi qui sont sur la confusion sexuelle, par exemple, où on fait consommer à certains insectes une hormone naturelle, une hormone qui va créer une confusion sexuelle, qui va empêcher, qui ne tue pas l'insecte, mais qui va l'empêcher de se reproduire 2 ou 3 fois durant la saison. Donc il y a beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. On me dit que c'est fini. On pourrait parler évidemment pendant des heures de ces changements. Je conclurai juste en disant qu'il faut quand même rester prudent, parce qu'il est vrai sur 35 ans, j'ai observé des changements climatiques importants. Par contre, on continue à observer parfois des extrêmes qui peuvent être dangereuses pour notre culture en général, des cultures en général, dans la vigne, par exemple, un gel de -20 qu'on a eu en novembre 2013. Début novembre, c'est rare d'avoir ça, mais on l'a eu. Et même si la vigne a commencé sa dormance, la plante n'est pas prête début novembre à prendre un gel de -20, et donc ça avait déjà causé du tort. Un -20 au mois de janvier, c'est une chose, mais un -20 début novembre, c'en est un autre. Et la plante, même si elle a perdu son feuillage, n'est pas encore prête, n'est pas encore en mode hibernation. Donc on observe comme ça au cours de l'année, parfois, certaines années, certaines extrêmes qu'on risque d'avoir dans les prochaines années. Merci beaucoup, c'est passionnant. J'avais eu la chance de visiter le vignoble il y a quelques années, puis j'avais été impressionné lorsqu'il nous racontait les systèmes qu'il emploie pour prévenir les gels, soit pour l'endiguement des vignes ou même le système de chauffage dans un champ. Pour moi, ça me dépassait l'entendement, mais des fois, ça prend ce genre de mécanisme-là pour éviter ce genre de situation. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. C'est maintenant la période de questions. Donc, il y a un micro qui se trouve, je pense, oui, c'est ça, on va le mettre un peu plus en vue. Donc, je vous inviterai à venir poser vos questions à nos conférenciers. Sans doute que ça a sans doute suscité plein d'interrogations de votre point de vue. Donc, c'est à vous le tour maintenant de participer. Donc, je vous demanderai quand même de prendre des questions brèves, éviter les longs préambules pour laisser le plus de temps possible à nos conférenciers. Merci. Très bref, je suis conseiller pour des producteurs maraîchers biologiques pour la plupart, et je les ai prévenus que j'allais être présent aujourd'hui à la conférence. Ils sont quasiment unanimes. La question qui revient le plus, c'est au printemps, est-ce qu'on s'en va vers des épisodes extrêmes de température de plus en plus? Est-ce que, M. de Courceigne, est-ce que vous le voyez peut-être dans vos vignes? Donc, les épisodes de gel tardif, on parle de réchauffement, on parle d'avoir 30 jours de plus sans gel par année, mais est-ce que ce 30 jours de gel-là sans plus par année sera annulé par les épisodes de gel qui vont être en dents d'ici là, au printemps, mais aussi à l'automne? Merci. Ben, vous pouvez répondre à plusieurs, hein, autant sur le plan de ce que vous constatez, mais aussi des prévisions et tout ça, donc ça va être intéressant. En tout cas, dans le domaine de la vigne, ça reste un des facteurs préoccupants. Effectivement, ce sont ces gelées printanières. Je me suis marié il y a exactement 30 ans, le 5 avril 86. Et merci. Et j'étais en chemise, j'avais pas gardé ma cravate toute la journée, tellement il faisait chaud. Vous pouvez aller voir, le 5 avril 86, il a vraiment fait très chaud. Là où je veux en venir, c'est qu'on avait eu un mois d'avril exceptionnellement chaud, très très précoce, et après on a eu un été relativement difficile. Notamment, on avait eu du gel le 2 juin. Ça s'est jamais reproduit dans ma région. Le Québec complet avait gelé le 2 juin. Ça avait vraiment été très particulier. Donc c'était vrai à l'époque, ça l'est encore un peu aujourd'hui. Des gelées dans ma région le 2 juin, on n'a jamais reconnu ça. Mais ce qu'on connaît effectivement, donc c'est vrai que ça peut être des saisons un peu plus longues. C'est pas annuel, c'est pas des rendez-vous annuels heureusement, mais une année sur 3, sur 4, on peut avoir un rendez-vous qui peut être très très dangereux. Donc pour l'agriculture, où là on a un gel le 15-20 mai, qui même si la vigne a démarré 3 ou 4, 5, 6 semaines avant, ou une autre plante, elle peut être altérée sérieusement par ce gel. Donc c'est pas forcément hyper dangereux, dans le sens où heureusement il y a des moyens de lutte contre les gelées printanières, qui sont notamment le plus connu, c'est la ventilation, donc où on ventile. Et on le voit dans la vigne au Québec l'année passée, il s'est installé 17, ce qu'on surnomme des éoliennes, mais en fait c'est des grands ventilateurs, donc c'est la plupart des vignobles. Donc il y a des moyens des fois de déjouer ces facteurs-là. D'autant plus, je me permettrais, ce qui était intéressant que j'ai entendu tantôt, c'est la meilleure prévisibilité de ces épisodes-là grâce à l'avancée de la météo. Mais d'un point de vue des gels tardifs, nous, dans le cadre de l'étude, on avait quand même observé si la probabilité dans le temps des gels tardifs diminuait ou augmentait.
Puis, bon, ce qu'on a remarqué, c'est que la tendance à la probabilité d'un gel tardif est constante. Autrement dit, en 2050-60, la probabilité de gel est identique qu'en ce moment, du moins pour les scénarios climatiques avec les modèles. La différence, c'est qu'au lieu d'arriver peut-être mi-mai, fin mai, elle va survenir plus tôt, étant donné qu'évidemment, ton printemps est plus... donc, du moins vers l'hiver, vers le printemps, ça arrive plus tôt. Tu as quand même un risque d'avoir une masse d'air froid qui va geler, bon, surtout le Québec, c'est juste que ça va arriver plus tôt, donc une certaine transition au niveau du timing. Effectivement, si on regarde l'Atlas agroclimatique du Québec et les prévisions en termes de risque de gel printanier, on voit qu'il serait le premier gel, le dernier gel printanier plutôt, serait plus tôt. Par contre, on voit que si la saison est plus longue, les producteurs vont vouloir profiter de cette saison. Donc, ils vont implanter notamment les maraîchers plus tôt. Donc, le risque de gel tardif, il va rester présent dans le futur. Et si vous voulez consulter ça, récemment, l'Association des producteurs maraîchers du Québec a sorti une étude sur les principaux gels météo pour le secteur. Et ils ont regardé leur évolution. Et puis, c'est une des conclusions concernant le gel printanier. Merci beaucoup. Bonjour, Catherine Mercier de la Semaine verte. J'avais une question qui portait sur la sériculture. J'aurais aimé vous entendre, M. Houle ou de ses collègues, sur le longicorne asiatique. Je sais que c'était pas là-dessus que portait votre présentation, mais quels seraient les impacts? On sait que ça pourrait quand même faire pas mal de ravages avec les changements climatiques. Est-ce que ça avantage la propagation de cet insecte-là? Globalement, oui. Je pense que les changements climatiques, Anne en a parlé tout à l'heure, autant en agriculture qu'en foresterie, la probabilité d'avoir des infestations d'insectes ou d'avoir des infestations d'insectes plus sévères, elle est là. Je ne parle pas spécifiquement du longicorne asiatique, dont je ne connais pas l'écologie en particulier, là, mais c'est vrai en général. Comme d'autres facteurs qu'on n'a pas inclus dans notre étude, comme par exemple, je sais pas, la possibilité d'avoir davantage de sécheresse, plus d'insectes, plus de sécheresse, des verglas, etc. C'est des événements qu'on n'a pas modélisés parce qu'ils sont difficiles à modéliser puis sont très difficiles à prévoir. C'est un petit peu des événements qui arrivent de façon stochastique ou un peu catastrophique quand ça arrive, là. Mais effectivement, on peut s'attendre à avoir des impacts potentiellement négatifs des insectes, de la météo extrême sur les érables en général, mais aussi probablement sur la sériculture. Excellent. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, bonjour. Merci pour vos conférences. Une question sur le vin, puis une sur l'érable, pas de jaloux. Sur l'érable, on a parlé beaucoup de la coulée puis de la quantité, mais est-ce que les changements climatiques vont avoir une influence sur la qualité du produit? Puis sur le vin, là, de la même manière aussi, donc le climat, c'est un gros paramètre sur la qualité de ce qu'on va avoir dans les bouteilles. Donc, est-ce qu'on peut imaginer avoir du vin qui va commencer à être comme des grands crus ou de qualité vraiment supérieure et qui pourrait concurrencer des gros noms européens, italiens, français, espagnols? Pour le sirop, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. J'avais une liste de conclusions à la fin que je n'ai pas eu le temps de dérouler, mais l'impact des changements climatiques sur le goût, si la saison est plus hâtive, elle va être plus hâtive. Est-ce que ça va avoir un impact sur les propriétés gustatives? C'est quelque chose qu'on connaît moins, mais je pense qu'il y a des études qui vont se dérouler dans les prochaines années là-dessus. Puis il y a aussi toutes les propriétés pharmacologiques qu'on découvre au sirop d'érable, comme le québécois, un élément qui a été isolé dans le sirop d'érable, qui a des propriétés antioxydantes extraordinaires, etc. Je pense qu'on essaie de regarder aussi comment, spatialement, à travers le Québec, la qualité du sirop, ses propriétés pharmacologiques peuvent varier, mais éventuellement, comment le climat va aussi affecter ces propriétés-là du sirop, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Pour le vin, c'est sûr que ça a un impact important. Aujourd'hui, un vigneron aurait du mal à dire que si son vin n'est pas bon, c'est la faute à la météo. En tout cas, en termes de vin blanc et de vin rosé, c'est sûr qu'aujourd'hui, au Québec, on a des standards internationaux au niveau des vins. On fait souvent, soit à l'aide de la SAQ ou de chroniqueurs en vin, des dégustations à l'aveugle. Et les gens on confond les sceptiques, en fait. Il faut comparer les bonnes choses, mais on confond les sceptiques en vin rouge. C'est sûr que ça reste très jeune. Tantôt, je l'ai dit, moi, j'en fais depuis peu. Ça évolue rapidement. Le but n'est de pas faire des grands crus, parce que le grand cru aussi, c'est une question de perception, d'histoire, de château, de domaine. Bon. Mais c'est sûr que le but d'avoir des vins qui ont un standard international. Dans les blancs et dans les rouges, dans les blancs et dans les rosés, je peux dire que c'est mission accomplie. Il y aura toujours matière à amélioration, évidemment, heureusement. Mais et dans les rouges, je pense qu'il y aura une belle évolution grâce au climat dans les prochaines années.
Merveilleux, merci. D'autres questions? Moi, c'est pour continuer un petit peu dans la même idée là, de peut-être développer ou du moins trouver un grand cru ou du moins un grand vin. Monsieur démontrait des cartes selon lesquelles il faisait une prévision, en fait, là, des zones où la culture de la vigne pourrait s'étendre ou, en tout cas, où ce serait le plus probable ou, en tout cas, plus propice à la culture de la vigne, encore plus du vitis vinifera. Est-ce que au sein de cette étude-là, il n'y a pas eu des sites, parce que vous avez parlé dans vos conclusions que vous avez écarté les microclimats, est-ce qu'il n'y a pas des sites peut-être 2, 3 hectares, 4 hectares, parce qu'on sait que dans le monde, les grands crus, c'est pas des trucs sur une vingtaine d'hectares. C'est le plus grand cru, c'est 1 hectare, juste derrière la Romanée-Conti, Est-ce qu'il n'y a pas des lieux comme ça au Québec qui ont été identifiés, que ce soit une maison, proximité d'un cours d'eau, le vent, où ce serait davantage intéressant de miser, envoyer de la vigne là tout de suite, puis après ça, on sait que là, la vitis vinifera va faire des choses peut-être incroyables. Puis après ça, peut-être c'est moi l'anglicisme, mais de spread autour de ce grand cru-là qu'on aurait identifié au cours de recherche, là. C'est quelque chose qui se fait déjà quand même par l'entremise du MAPAC et les conseillers viticoles quand ils analysent des sites au niveau microclimatique. Ils ont différents critères d'analyse. Le climat représente à peu près 50% du poids de leurs analyses. Puis dans les autres critères que nous, on n'a pas utilisés parce qu'on avait une résolution de l'ordre de 10 km qui est trop grossier pour étudier les microclimats. Mais à l'intérieur de cette grille d'analyse-là, il y a évidemment, effectivement, la pente sur laquelle on met les vignes, à quel endroit sur la montagne on les met, est-ce qu'on les met en bas ou en haut. C'est toujours mieux de les mettre en haut parce que, bon, tu vas faire écouler l'air frais puis ils ne resteront pas sur les vignes. Donc, il y a différents critères qui ont été développés par le MAPAC qui conseillent les gens qui veulent instaurer ou implanter un vignoble. Donc, je pense que ça se fait de manière un peu peut-être, disons, aléatoire. Il n'y a pas de concertation pour dire on va essayer d'identifier le meilleur site puis on va exproprier les gens à la limite pour mettre du vin là. Ça se fait pas nécessairement de cette façon-là, mais ça se fait de manière sous forme d'intérêt. Là, quand quelqu'un veut s'acheter un vignoble, il peut faire étudier le site par le MAPAC puis va obtenir une grille de... Comment on dit ça en français? Potentialité. De potentialité. Juste rajouter effectivement que ça a été fait par Evelyne Barriot, donc et au MAPAC, ça a été fait dans notre région où elle avait eu un budget, où elle a pu, donc, dans Brome-Missisquoi, donc faire effectivement un travail. Ça c'est important et on espère que ça va s'étendre. Quand quelqu'un veut se lancer dans la vigne, c'est un outil important au départ. Évidemment, le choix du site, on le choisit pour longtemps. On met de la vigne pour 35, 40, 45 ans. C'est un investissement aussi important. Donc c'est nouveau au Québec. On a un outil déjà dans une région, mais on aimerait que ça se fasse dans différentes régions. Donc on puisse effectivement cibler ce qu'on peut surnommer des parce que parler d'une région, c'est une chose, mais on s'aperçoit que d'une propriété à l'autre, selon l'inclinaison, vis-à-vis de l'ensoleillement, la pente, le drainage, il peut y avoir des nuances importantes déjà d'une propriété à l'autre. Donc c'est un travail qui a été fait dans une région, mais qui peut-être, si on arrive à obtenir d'autres budgets, on va le faire dans d'autres régions, parce que dans ces 35 ans, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont allés de façon un peu précipitée dans l'achat d'une propriété. Et soit c'est une propriété qu'ils avaient déjà, donc ils y mettent de la vigne, mais il y a des gens qui se lancent là-dedans et qui achètent malheureusement une propriété de façon un peu précipitée sans avoir fait effectivement une étude de sol, d'inclinaison du sol, de drainage du sol et ainsi de suite. Merci. Alors, moi, j'ai quelques questions, ça tombe bien, il reste un peu de temps. La première, ce serait pour vous, Anne. J'ai été un peu estomaqué de voir peut-être l'écart qui semble être assez évident entre les observations je dirais, de modifications dans le climat qui ont été faites par un praticien sur le terrain en 35 ans, puis l'espèce de conservatisme que j'ai l'impression de sentir dans les prévisions à long terme. C'est comme s'il y avait un décalage. On a l'impression que c'est à croire que c'est en train de ralentir le phénomène de réchauffement, ou je ne sais pas trop. C'est-tu parce qu'il y a le décalage entre les études et la recherche, mais j'ai l'impression, c'est quoi le niveau de confiance qu'on a par rapport à vos prévisions quand on regarde des changements aussi subis qui ont été constatés par quelqu'un sur le terrain, à moins que ce soit tout simplement une mauvaise perception de ma part. Je pense que moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Je ne sais pas. Je pense que les observations que vous avez faites, c'est quand même sur une durée assez longue également. C'est 30 ans.
Donc, quand on regarde les prévisions de l'allongement de la saison de croissance, eh bien, c'est quand même de 10 à 30 jours. Donc, c'est quand même aussi assez, ça peut potentiellement être assez énorme. Donc, en termes de fiabilité, en ce qui concerne l'allongement de la saison de croissance, tout ce qui est température, on a quand même une bonne confiance dans ce qui sort des modèles, avec le fait qu'il y a une variabilité qui est conservée, donc de 10 à 30 jours. Et puis ça dépendra des émissions de gaz à effet de serre, parce que qui est capable de prévoir comment vont aboutir les négociations internationales et puis vont atterrir en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc il y a un certain nombre d'inconnus encore. Donc on joue avec des fourchettes. Oui, je comprends. C'est parce que je mélange peut-être les périodes et les écarts. Dans ce cas-là, on parlait d'une augmentation du nombre de jours sans gel assez spectaculaire en 35 ans. Mais quand on regarde là, les prévisions sur 85 ans, on n'a pas l'impression... On a l'impression que vous êtes plus prudent dans les écarts. C'est pas sur 85 ans, c'est dans les années... On est entre 71-2000 et puis 2041-2070. Donc c'est plutôt sur... 30-40 ans, je pense. Okay. On prend les moyennes, mais moi, ça ne me semble pas incompatible, les deux. Dans ce cas-là, c'est peut-être simplement une perception. C'est juste simplement, il faut avoir... Ça peut aller jusqu'à 30 jours, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, il faut avoir en tête que dans le futur, on intègre des scénarios de gaz à effet de serre qu'on ne maîtrise pas. Justement, c'était mon autre question. Je voulais savoir, soit, pour ceux qui... On n'a pas de producteurs acéricoles aujourd'hui, mais déjà, du côté de la vigne, ça serait intéressant de savoir quel genre de choses vous envisagez, et vous avez peut-être déjà dans ça, dans l'idée de aussi réduire l'impact climatique de vos activités. En soi, on sait que de produire ici, c'est déjà de rapprocher la production de la consommation. On peut voir ça, l'économie locale, c'est un facteur qui est favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais dans les pratiques comme telles, dans votre façon de distribuer aussi vos produits, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez cette préoccupation-là de réduire l'empreinte climatique de vos activités? Puis on pourra voir, je ne sais pas, au niveau de la sériculture, s'il y a des choses aussi. Dans la vigne, c'est sûr, moi j'ai pu comparer pendant des années le vignoble familial au niveau, par exemple, des interventions, des traitements donc sur la vigne par rapport au vignoble que j'ai ici. C'est sûr que pendant des années, on a été choyés, où on avait très peu d'impact, où on avait peu d'interventions dites chimiques, donc au niveau des maladies ou des insectes, parce qu'on avait peu de maladies et peu d'insectes. C'est sûr que là, on en est un peu plus préoccupé aujourd'hui, parce que le changement climatique font, je t'ai dit tantôt, qu'on a plus d'insectes, des maladies aussi qui sont un peu plus perspicaces qu'autrefois. Mais ça reste un enjeu. Là, on est en train de monter une appellation actuellement sur les vins du Québec, et on y met évidemment des saveurs environnementales là-dedans, où on veut forcer le vigneron à mettre un doigt dans l'engrenage au niveau du développement durable. Quand j'ai commencé, on n'avait pas forcément d'agronomes qui nous aidaient là-dedans. Aujourd'hui, le vigneron ne peut pas dire qu'il n'est pas aidé au niveau un peu scientifique et technique. On a des agronomes aujourd'hui qui font du dépistage, par exemple, en culture conventionnelle, autrefois, on intervenait souvent au niveau des insectes quand on commençait à avoir, par exemple, une chenille qui mangeait des feuilles de vigne. On sortait de la grosse artillerie et puis on faisait un traitement et on tuait la chenille. Malheureusement, on tuait la chenille, mais on tuait aussi d'autres insectes. Aujourd'hui, ça peut paraître léger ce que je dis, mais c'est une réalité. On va d'abord identifier la chenille et voir souvent le dommage qu'elle peut faire sur la récolte. Si vraiment ça va avoir un impact sur la récolte. Et on se rend compte, dans 90% des cas, que la majorité des insectes, oui, visuellement, peuvent faire du dommage, donc notamment manger des feuilles, mais ça n'a aucun impact sur la production, sur le raisin, sur le produit final. Donc on a éliminé beaucoup d'interventions comme ça. C'est sûr qu'il fallait le faire avec des techniciens, donc il faut aussi, on ne peut pas jouer au yo-yo, donc il y a une question économique importante, mais en ayant le support d'agronomes qui vont identifier souvent les insectes et tout, et surtout la quantité des insectes. Alors on a des pièges dans les vignes maintenant, où on calcule la population d'insectes qu'on a dans les vignes, et quand on arrive à une certaine densité d'insectes à l'acre ou à l'hectare, là on peut intervenir parce qu'il peut y avoir dommage sur la récolte. Mais souvent on se rend compte que la population d'insectes choisie, on n'arrive pas à une population suffisante pour avoir un dommage sur la récolte. C'est du travail, c'est un peu plus risqué. La facilité, c'est de sortir encore une fois la grosse artillerie et d'intervenir. C'est un peu plus risqué, mais on est bien encadré aujourd'hui. Il y a de jeunes
nos agronomes au MAPAC et tout qui nous suivent bien là-dessus. Au niveau des maladies aussi, on a des capteurs. Les maladies, ce sont souvent des spores, donc des champignons qui se déplacent par le vent. Donc on a des capteurs qui se mettent en route, c'est programmé, donc tous les temps d'heure, et qui captent dans l'air des spores. Les agronomes viennent 2 fois par semaine, prennent ces plaquettes, les amènent en microscope, en laboratoire et calculent la densité de spores qu'on a par plaquette. Et souvent, il n'y a pas suffisamment de spores dans l'air, donc pour avoir donc une attaque de cette maladie dans le champ, donc qui pourrait porter tort à la production. Donc souvent, la maladie est présente, mais elle n'est pas assez présente pour faire des dommages. Et rien que ça, ce n'est pas des mesures que le Québec a inventées. La Californie a été un des précurseurs là-dedans, mais souvent, ça nous permet d'éliminer énormément d'interventions. Ça, je pense que là, dans les prochaines années, on voudrait que tous les producteurs, en tout cas, en matière de vin, en tout cas, c'est pour ça qu'on veut même le mettre dans notre appellation, mettre ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres pays, mais une connotation environnementale dans une appellation de vin, ce qu'on ne voit pas forcément. Et je renchérirais peut-être sur l'enjeu énergétique. Est-ce que il pourrait y avoir un avantage au Québec? On sait qu'entre autres, au niveau de l'électricité, c'est une électricité renouvelable qui émet moins de gaz à effet de serre. Je ne connais pas les autres enjeux énergétiques de votre domaine là, par rapport au chauffage ou au fonctionnement des ventilateurs, puis peut-être est-ce que du travail à faire aussi du côté de l'énergie qui est utilisé? Possiblement. En tout cas, en termes donc pour ce défi des gelées printanières, historiquement parlant, c'était des combustibles qu'on faisait chauffer. C'était de l'huile à chauffage ou des bûches de paraffine, donc évidemment dégagent énormément de gaz toxiques. J'ai connu ça. Moi, je l'ai dit tantôt, le 2 juin 86. L'année d'après, j'avais un hélicoptère qui venait, s'il y avait du gel, donc voler sur le vignoble. Mais après, j'ai utilisé un système de brûleur que j'ai été chercher en Champagne, donc qui marche avec de l'huile à chauffage. C'était probablement le système le plus efficace, mais quand le soleil se levait le matin, j'étais pas très fier parce que sur le vignoble, on avait un nuage de boucan. Donc sur le vignoble, donc on est arrivé aujourd'hui à changer ce système-là, donc pour avoir des ventilateurs qui utilisent souvent quand on a des gelées printanières, c'est la nuit où il n'y a pas de vent et c'est vers 3-4 heures du matin où on a une inversion. L'air froid est plus pesant, donc descend au niveau du sol et l'air chaud va monter, c'est pas mathématique, mais à peu près à 30-35 pieds dans les airs. Et ces ventilateurs, le but, c'est d'aller chercher l'air chaud qui existe déjà. Donc, il n'y a pas 10 degrés de différence. Il peut y avoir 2-3 degrés de différence. Mais en allant chercher cet air chaud avec le ventilateur et en chassant l'air froid qui est au sol, on arrive justement à gagner 2 ou 3 degrés. Et ça a permis de façon assez propre de lutter contre ce gel. Exactement. Donc, il pourrait avoir une étiquette faible empreinte carbone aussi sur les bouteilles de vin québécois. Sur le sirop d'érable, je sais, je termine là-dessus, mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est quand même un secteur où, dans la combustion qui est utilisée pour produire le sirop, on utilise encore beaucoup d'énergie fossile. En même temps, il y a un fort potentiel dans les régions à utiliser, entre autres, la biomasse forestière. C'est assurément quelque chose qui pourrait être intéressant à favoriser là, dans cette idée de sous-peser à la fois les enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Là. Mais je sais, pour connaître quand même les gens de ce secteur-là, qu'il y a du travail qui se fait là, pour la conversion. Il s'en est fait. Ça pourrait aussi, il y a eu des tarifs préférentiels, ce genre de choses-là, avec l'électricité, mais je pense que la biomasse aussi pourrait être un bon secteur. Alors, je vous remercie tout le monde. On a malheureusement terminé le temps qui nous était alloué. Je remercie aussi les participants. Simplement vous mentionner qu'on a notre prochaine activité, ce sera le 30 août, toujours dans notre série de conférences sur l'adaptation au changement climatique. Dans ce cas-là, on va revenir à des enjeux urbains, les villes, mais on va réduire l'échelle, on va aller à l'étape des quartiers. On fait un partenariat avec Vivre en ville, entre autres, où on parlait de résilience à l'échelle des quartiers urbains au changement climatique. Alors, encore une fois, merci tout le monde, merci à nos partenaires et je vous souhaite une bonne fin de journée.